Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, je veux rendre un hommage appuyé à nos 13 héros morts pour la France. Je pense à leurs familles, aux 13 orphelins, aux proches et aux frères d'armes des 13 soldats tombés au combat au Mali lundi dernier. Au nom du groupe Les Républicains au Sénat, je veux redire à quel point nous saluons leur courage de chaque instant et leur professionnalisme. Aujourd'hui, mais pas seulement, nos pensées les accompagnent. Face à leur engagement jusqu'au sacrifice ultime, nous devons les assurer de notre soutien indéfectible et de notre profonde compassion. La nation doit être au rendez-vous et soudée derrière ces soldats et héros de la lutte mondiale contre le terrorisme, tant à l'étranger que sur le territoire national. Oui, la paix ici et en Europe se joue là-bas. Madame la ministre, le budget que vous nous soumettez respecte la trajectoire tracée par la loi de programmation militaire sur laquelle nous nous sommes tous beaucoup investis. C'est donc avec satisfaction que nous constatons qu'en 2020, le budget de la défense atteindra 37,6 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 1,7 milliard. Ce budget comporte des avancées qu'il convient de souligner. Concernant les équipements, les efforts en termes de matériel étaient très attendus. Il en va de la sécurité de nos soldats. Cette année est marquée par la poursuite de la modernisation des équipements conventionnels avec une hausse d'1,3 milliard qui se traduit notamment par la livraison du premier sous-marin nucléaire d'attaque de nouvelle génération, le Suffren. L'année 2020 verra également le déploiement du programme Scorpion avec la livraison de blindés multirôles tels que les Griffons. À cela s'ajoute la livraison d'un avion ravitailleur MRTT supplémentaire permettant de renforcer nos capacités jusque-là critiques de ravitaillement en vol. Cette modernisation se caractérise aussi par le lancement d'études sur le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération et réaffirme la crédibilité de la dissuasion nucléaire française dans ses deux composantes. Ces efforts sont indispensables pour la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et membre de l'OTAN. Si la livraison de nouveaux matériels est importante, l'autre chantier relatif aux équipements est celui de la mise en place d'une politique de maintien en conditions opérationnelles qui soit rénovée, intégrant les spécificités de nos opérations extérieures. Le groupe Les Républicains est très attentif à la gestion du surcoût des opérations extérieures qui atteint 1,1 milliard, en particulier du fait de la fin du financement interministériel. La prise en charge par la solidarité nationale a un sens. C'est une participation à l'effort de sécurité. Je crois que c'est important de le rappeler et de l'expliquer. Après le drame de lundi dernier, les citoyens doivent être informés et conscients du tribut payé par la défense pour leur sécurité. Si nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation des Britanniques après leurs interventions simultanées et prolongées en Afghanistan et en Irak, l'amélioration de l'efficacité du maintien en conditions opérationnelles n'est pas négociable. Le rapport de notre collègue Dominique de Legge sur la disponibilité des hélicoptères constituait un excellent exemple. La réforme engagée est un signe positif, mais la baisse de 3,72% des crédits dédiés à l'entretien programmé du matériel ne laisse alors plus aucune marge de manœuvre. Il faut donc rester extrêmement vigilant, car les conséquences sur l'activité et l'entraînement des forces sont immédiates. Le nombre d'heures d'entraînement pour les personnels est autant un gage de professionnalisme que de sécurité. Cependant, la préservation capacitaire des équipements est indissociable d'une politique soutenue en matière d'innovation. Les investissements en matière de recherche et développement sont le préalable indispensable à une base industrielle et technologique de défense qui est solide et pérenne. Il importe de nous prémunir de tout décrochage technologique qui anéantirait les efforts consentis jusqu'à présent. À ce titre, la part relative aux études amont via le programme 144 représente un défi. Cela doit amorcer la montée en puissance de l'Agence pour l'innovation de défense. Intelligence artificielle, informatique quantique, hypervélocité, cybersécurité spatiale et neurosciences sont des domaines totalement intégrés à toute politique de défense. Néanmoins, chacun est conscient qu'il ne peut y avoir de défense sans les hommes et les femmes, des soldats qui ont des familles dont nous devons aussi nous préoccuper. Dans ce cadre, le plan famille est un élément essentiel et un bon début de l'amélioration de la condition militaire, mais nous savons
que nous devons aller plus loin. Nous savons votre implication personnelle, Madame la Ministre. Vous pourrez compter sur nous. Cela me conduit à aborder la question des ressources humaines. La professionnalisation a profondément impacté la structure même du ministère. La fidélisation est un défi qu'il faudra réussir, mais cela ne peut s'envisager sans une amélioration de la gestion des carrières avec une vision à long terme. Cette tâche est immense et nécessite un alignement sur les rémunérations dans le civil. L'armée doit séduire et recruter auprès des jeunes qui suivent un enseignement et des formations de qualité au sein de la défense. Il importe également que la défense puisse avoir un retour sur cet investissement. Cela m'amène donc au service national universel qui peut potentiellement avoir un impact sur les recrutements. Les membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense seront intraitables sur le financement qui doit faire l'objet de ressources ad hoc. Il en va du respect de la loi de programmation militaire. Que l'armée prenne sa part, seulement sa part. À ce stade, le service national universel n'impacte pas les crédits de la défense, mais la formation des éducateurs et animateurs est assurée par des personnels de la défense. Cela a donc des conséquences sur la disponibilité des personnes. Madame la Ministre, donc, le groupe Les Républicains votera les crédits de la mission défense, mais ce vote favorable s'accompagne d'une extrême vigilance quant au strict respect de la loi de programmation militaire. C'est un gage de respect envers toutes les femmes et tous les hommes de la défense à qui nous sommes quotidiennement reconnaissants. Et pour conclure, je pense à cette citation du général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre. Dans le mouvement incessant du monde, toutes les doctrines, toutes les écoles, toutes les révoltes n'ont qu'un temps. Mais la France, elle, ne passe pas. Je vous remercie. Merci, cher collègue.